Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur l'actualité majeure de la justice fiscale dans le monde. Une convention fiscale internationale est en train d'être discutée dans le cadre des Nations Unies. Une convention qu'on est en train de vouloir beaucoup plus inclusive, en tout cas, où dès la base, l'ensemble des pays pourront discuter du contenu à égalité, sur un même pied d'égalité. Et nous allons revenir dessus avec Jean Bala. Il est le directeur exécutif du CRADEC. C'est une ONG basée au Cameroun, membre de Tax Justice Network Africa. Vous allez l'écouter au cours de ce podcast. En deuxième lieu, nous avons été Tax Justice Network aux côtés de Tax Justice Network Africa en Tanzanie. Avant cela, nous étions au Mozambique, mais nous avons été en Tanzanie où nous avons eu l'occasion d'écouter la restitution du rapport sur la justice fiscale et les possibles implications positives de la justice fiscale sur la finance climat. Vous allez écouter l'entretien que j'ai accordé à Richard B. Onanena. C'est un collègue d'une radio basée au Cameroun, Kalak FM. Elle est située à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts, notamment la page YouTube www.impotsetjusticesociale.com, ou encore aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network. Ça s'appelle thetaxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, hashtag Twitter, hashtag Impôt Social, ou encore sur Facebook, Impôt et Justice Sociale. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez le programme. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce podcast, je vous le disais en une, nous allons parler de cette convention fiscale internationale en construction sous l'égide, cette fois, des Nations Unies et non pas seulement des organisations qui représentaient jusque-là des pays plutôt riches, des pays, même s'ils sont victimes des flux financiers illicites, sont surtout récipiendaires de ces flux, parce que la plupart des paradis fiscaux sont sous juridiction, sous contrôle, sous tutelle de ces pays riches-là. On ne va pas revenir dessus, mais on va revenir sur cette convention fiscale internationale qui fait son chemin, qui est soutenue par Tax Justice Network, et pour une seule raison, parce que cette convention fiscale comporte les principes de la justice fiscale selon Tax Justice Network. Vous les connaissez, l'échange automatique d'informations, la transparence sur les bénéficiaires effectifs, la publication des comptes pays par pays, la capacité d'avoir une taxation unitaire, une répartition basée sur l'importance économique des entreprises dans les pays et d'autres principes de Tax Justice Network. Mais pour le moment, j'accueille Jean Bala. Jean Bala, il est le directeur exécutif du CRADEC. C'est le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. C'est une organisation de la société civile basée à Yaoundé, au Cameroun, mais c'est une organisation membre de Tax Justice Network Africa. Et Jean Bala et son organisation ont été des signataires de cette lettre d'encouragement qui a connu près de 200 signatures des sociétés civiles du monde entier et qui a participé à cette signature pour dire oui à cette convention fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Jean Bala.
Alors, Jean, on va revenir sur cette résolution des Nations Unies qui vise à établir une convention fiscale internationale plus inclusive. Est-ce qu'on peut dire, Jean, qu'on vit là un grand moment de la justice fiscale internationale? Le mouvement vers une résolution des Nations Unies visant à établir une convention fiscale internationale plus inclusive est effectivement un signe de progrès dans la quête de la justice fiscale internationale. Après plusieurs initiatives de cette quête-là, voici pourquoi cette démarche peut être considérée comme un moment important. Notamment, il intègre l'inclusivité. L'objectif d'une convention fiscale internationale plus inclusive signifie que davantage de pays, en particulier les pays en développement comme le Cameroun, auront un mot à dire dans la création des règles fiscales internationales. La deuxième chose que l'on peut évoquer, c'est l'équité fiscale. Le projet de convention internationale inclusive vise à réduire les opportunités pour les entreprises multinationales et les individus fortunés à éviter l'impôt en utilisant des stratégies que nous connaissons somme toute légales, mais réductrices d'optimisation fiscale agressive. Cela favorise une répartition plus équitable de la charge fiscale entre les entreprises, les pays et les citoyens. Cependant, il est tout à fait important de relever que les négociations internationales sur des questions fiscales sont souvent complexes. On le voit déjà avec ce projet de convention ou de résolution. Par conséquent, bien que les progrès vers une convention fiscale plus inclusive soient encourageants, ça va demander du temps pour aboutir à un accord complet et effectif. Dans ce cas, la mise en œuvre de tels accords et son efficacité dépendra donc largement de la volonté des pays à les respecter. Un grand moment, vous le dites, Jean Bala. Mais alors, les Nations Unies sont une organisation des peuples du monde. Est-ce que, tout au moins du point de vue de l'Afrique, vous avez l'impression que ce peuple africain, par exemple, perçoit pleinement les enjeux de ce qui se prépare actuellement, les enjeux en termes d'intérêt, les enjeux en termes d'évolution et les enjeux surtout en termes d'opportunités et d'avantages? L'appréciation des enjeux liés aux actions et aux résolutions des Nations Unies varie d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. On pourrait citer le niveau d'information. La perception des enjeux internationaux est souvent liée au niveau d'information et d'éducation de la communauté. Ceux qui suivent activement l'actualité mondiale et des questions internationales sont plus susceptibles d'être conscients et d'être au courant de ce qui se passe. Il y a le volet contexte géopolitique où les enjeux des Nations Unies peuvent varier en fonction du contexte géopolitique. Dans le cas d'espèce, les acteurs directement touchés par les réformes fiscales seront les plus susceptibles d'être conscients des efforts de l'ONU pour résoudre ces problèmes. L'autre volet peut être celui du niveau de communication et de sensibilisation des populations à travers les médias, les organisations non gouvernementales et des institutions d'éducation qui peuvent s'y impliquer. Il est donc important de noter que les Nations Unies en tant qu'organisation des peuples couvrent une vaste gamme de domaines allant de la paix jusqu'au développement, les questions de santé mondiale et d'environnement. Et donc toutes ces questions ne peuvent pas être perçues par tous les acteurs au même niveau. Tout passera donc par une forte sensibilisation, mais aussi un niveau élevé de préparation des opinions publiques sur ces questions, ce que nous faisons déjà avec le podcast francophone de Tax Justice Network. Alors, Jean, une autre question, peut-être des gens aussi qu'il faudra sensibiliser, même si finalement une convention des Nations Unies était finalement adoptée. Nous le souhaitons, nous allons y travailler. Elle passerait par des processus de ratification au sein des pays qui sont parfois trop longs
pour beaucoup, hein, comme par exemple c'est le cas dans certains pays d'Afrique francophone. Comment est-ce que vous, dans le mouvement de la justice fiscale, notamment en Afrique francophone, vous vous préparez à faire mener le plaidoyer, cette fois-ci interne, pour que les gouvernements et les parlements travaillent rapidement à ratifier une telle convention lorsqu'elle aura été adoptée? Pour ce qui est du processus de ratification, oui, certes, le processus de ratification des conventions internationales peut en effet être long. Ça, c'est indéniable et complexe dans de nombreux pays. Mais cela ne signifie pas que les efforts en faveur de la justice fiscale, en Afrique francophone particulièrement, seraient vains. Il en est ainsi des autres régions dans les pays en développement. Donc, des mesures que ces pays peuvent prendre peuvent se reposer sur un certain nombre de facteurs. Nous l'avons déjà évoqué, la sensibilisation et l'éducation des populations, le dialogue avec les parties prenantes, la collaboration régionale entre les pays de la sous-région. En s'unissant, les pays peuvent renforcer leur position de négociation dans le cadre de conventions internationales et partager les meilleures pratiques pour lutter contre un certain nombre de facteurs limitants. Il est donc important de noter que pour ce qui est de la justice fiscale, c'est un processus continu qui exige de la persévérance. Les pays d'Afrique francophone particulièrement, parce qu'il faut le souligner, peuvent travailler ensemble pour créer des systèmes fiscaux plus équitables et lutter contre l'évasion fiscale, même si cela prend le temps pour que les conventions fiscales internationales soient ratifiées et mises en œuvre. Peut-être qu'un argument clair de plaidoyer sera de documenter et de montrer toutes les opportunités qu'il y aurait à avoir cette convention rentrée dans les instruments juridiques des pays, notamment des pays en voie de développement, qui sont ceux les plus visés ici par cette volonté de système fiscal international beaucoup plus inclusif. Alors, quels seraient, de votre point de vue, Jean, les avantages que la Convention fiscale des Nations Unies offrirait aux pays qui sont encore sur le chemin de développement et qui, on va le rappeler, en 2018, si on s'en tient à l'état de la justice fiscale dans le monde, ont perdu quand même une quantité de ressources qui aurait permis de vacciner jusqu'à 84% de la population, alors que tout le monde craignait pour l'Afrique lorsque la Covid avait éclaté dans le monde et par conséquent sur le continent. Quels sont ces avantages, Jean Bala? Une convention fiscale internationale des Nations Unies pourrait offrir plusieurs avantages significatifs aux pays en développement et en particulier en Afrique qui sont encore sur le chemin du développement. Voici quelques avantages que l'on peut énoncer. Nous l'avons évoqué, les questions d'équité fiscale au niveau international, l'augmentation des recettes fiscales dans les différents pays et sous-régions, la stimulation de l'investissement qui pourrait créer un environnement fiscal plus stable et prévisible. Les conventions fiscales internationales peuvent stimuler l'investissement étranger direct. Les entreprises seraient plus enclines à investir dans les pays qui ont des règles fiscales claires et équitables. Il y a la stabilité économique, des recettes plus prévisibles et une meilleure répartition de la charge fiscale contribuerait à renforcer la stabilité économique du pays, réduisant ainsi les risques de crise financière. La réduction des inégalités. Ces avantages peuvent contribuer de manière significative au développement économique, social et durable des pays en développement. Alors Jean, vous êtes une organisation africaine et on voit très bien que vous aussi, vous faites partie de ces organisations qui, sous le couvert de Tax Justice Network Africa, avaient participé à la signature de cette lettre commune visant à soutenir ce mouvement qui est en cours au niveau des Nations Unies. Mais pour qu'on continue de mener le plaidoyer, certainement, il y aura des besoins pour les ONG et les organisations de la société civile comme la vôtre. Quels sont ces besoins? Par exemple, qu'est-ce qu'une ONG comme Tax Justice Network peut apporter en plus de ce que vous recevez déjà comme arsenal d'outils de plaidoyer auprès des organisations africaines, des entités africaines, notamment c'est le cas de Tax Justice Network Africa. Que pouvons-nous apporter de plus pour vous permettre de mieux vous déployer? Les OSC tels que Tax Justice Network Africa, Eurodat, des initiatives telles que l'ITE, les institutions telles que ATAF
le CRADEC, pourquoi pas, joue un rôle crucial dans la promotion de la justice fiscale et dans le plaidoyer en faveur des réformes fiscales équitables. Leur engagement dans le processus visant à transférer les négociations fiscales de l'OCDE vers les Nations Unies peut avoir un impact significatif. Voici ce que peut faire, par exemple, une ONG telle que Tax Justice Network dans ce domaine, avec son expérience, avec ses capacités et son emprise. TJN peut organiser des plaidoyers pour l'inclusivité, comme nous l'avons évoqué. Cette organisation peut plaider en faveur de la participation plus inclusive des pays en développement dans les négociations fiscales internationales. Elle peut favoriser la création de coalitions et réseaux. Tax Justice Network peut travailler en partenariat avec d'autres organisations et ONG dans les pays en développement, partageant les mêmes objectifs pour renforcer leur plaidoyer en faveur de la justice fiscale. Elle peut mobiliser les communautés tant au sud qu'au nord. Elle peut organiser des consultations avec les parties prenantes, surveiller et organiser de la reddition des comptes. Une fois que des réformes fiscales internationales sont adoptées, comme celle sur laquelle nous sommes en train de travailler, l'ONG Tax Justice Network peut surveiller leur mise en œuvre, parce que nous savons très bien qu'une chose est d'adopter les réformes et une autre chose est de les appliquer. Et peut aider en faisant des plaidoyers pour une reddition des comptes si les pays ne respectent pas leurs obligations. En somme, Tax Justice Network et bien d'autres organisations similaires au niveau international jouent un rôle essentiel. Leur engagement actif peut aider à façonner un système fiscal international plus équitable et qui bénéficierait particulièrement aux pays en développement. La convention fera sûrement son chemin. Je rappelle que Tax Justice Network a écrit d'importantes documentations sur le sujet, expliquant le bénéfice d'une telle convention fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies, expliquant pourquoi le processus actuellement en cours sous l'égide de l'Organisation pour la coopération économique et le développement économique, l'OCDE, constitue un certain nombre de points d'avancement, mais contient aussi d'importantes limites qui ne permettraient pas d'atteindre efficacement la justice fiscale telle qu'elle se doit, c'est-à-dire en termes de représentativité, en termes de redistribution et surtout en termes de capacité des pays en développement à mobiliser les ressources adéquates. On le voit depuis que les mécanismes hors ONU sont en train de se déployer. On continue d'avoir des pertes fiscales qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Et pour les pays africains, notamment lorsque c'était la période de Covid, la perte de 2018 aurait permis de vacciner près de 86% d'Africains complètement et leur permettre de reprendre une vie économique. Vous vous rappelez, l'Afrique a repris tard, simplement parce qu'on estimait qu'il y avait trop de risques de Covid. Cette Afrique a risqué. Aujourd'hui, il faut plus que le Covid, il faut se protéger des conséquences climatiques. Et justement, en parlant de justice fiscale et de financement climat, nous avons eu l'occasion d'être engagés sur un projet de l'African Climate Foundation, Fondation africaine pour le climat, et nous avons accompagné des partenaires en Tanzanie, mais aussi au Mozambique. Nous avons eu beaucoup d'apprentissage avec nos collègues de ces deux pays. Je vous prie d'écouter l'entretien que j'ai eu avec Richard, c'est un collègue journaliste africain basé à Yaoundé et qui travaille pour une radio locale partenaire du podcast de Tax Justice Network, Kalak FM. Je vous prie d'écouter mon entrevue avec lui. Bonjour Idriss. Bonjour Richard. Idriss, tu es journaliste financier mais aussi expert africain de la justice fiscale. Tu sors de Tanzanie pour le lancement d'un rapport sur la justice fiscale et finance climat. Explique-nous un peu cela. Alors oui, Tax Justice Network Africa et l'organisation Tax Justice Network, au sein de laquelle je travaille comme responsable de la communication et du plaidoyer, notamment avec un champ de compétences sur l'Afrique. Nous avons été mandatés par
une organisation plus grande qu'on appelle le African Climate Foundation, la Fondation africaine pour le climat. L'idée, c'est de développer des réflexions sur comment est-ce que plus de justice fiscale pourrait améliorer le financement des politiques visant à atténuer ou mitiguer les conséquences des changements climatiques. Parce que, comme tu le sais, Richard, aujourd'hui, il est évident que les conséquences de l'action humaine sur le climat sont en train de se manifester. Tu as dû remarquer, même chez toi au Cameroun, les pluies viennent un peu plus tard, partent un peu plus tôt, sont beaucoup plus nombreuses qu'on s'y attend, créent des inondations, il y a des sécheresses, des tornades, et on estime qu'il y a un réel impact sur les économies africaines. Alors, évidemment, on ne pouvait pas travailler sur tous les pays africains pour cette phase pilote. Nous avons travaillé avec la Tanzanie et le Mozambique, et justement, j'étais en Tanzanie, où des partenaires locaux ont développé la réflexion sur comment, si jamais on améliorait la justice fiscale, notamment dans le secteur des industries extractives, c'est-à-dire les pierres, les mines, pétrole, gaz, toutes ces choses-là, comment est-ce que cet argent, même si les États n'en veulent pas, qu'au moins ils puissent lever cet argent et affecter cela au financement des conséquences climatiques, parce qu'en plus l'Afrique n'a pas assez de ressources pour financer ces conséquences-là, et donc il était question d'examiner cela et on allait écouter ce que nos collègues de Tanzanie avaient fait comme travaux, et je dois te dire que nous étions plutôt très contents de voir les Africains mener des réflexions sur des terrains aussi complexes. Pourquoi le choix de la Tanzanie ? Alors, pourquoi la Tanzanie ? Pourquoi, par exemple, pas le Cameroun ? Non, c'était pas déjà particulièrement un choix de la Tanzanie. Je rappelle qu'il y avait deux pays, notamment le Mozambique. Et le Mozambique, c'est d'autant plus intéressant parce que le Mozambique se prépare à devenir un important acteur de l'exportation du gaz en Afrique. Or, les hydrocarbures font partie du problème du réchauffement climatique. Donc, c'était intéressant de voir comment, dans ce pays, on mène des arbitrages entre renforcement des politiques fiscales du secteur extractif, notamment le secteur gazier, mais aussi financement des conséquences climatiques. Le Mozambique, il faut le rappeler, a été sur la ligne d'un ouragan, d'une tempête qui a créé des ravages dans la partie australe du continent africain, avec des pertes sans vie humaines, des récoltes, du bétail et tout le reste. La Tanzanie, c'est aussi un de ces pays qui développe ce qu'on appelle l'économie bleue, qui aussi dispose d'un certain nombre de richesses naturelles, qui a mené des améliorations en termes de recettes fiscales du secteur extractif. C'est quand même un pays exemple, notamment l'ancien président John Magufuli avait mené d'importantes réformes qui avaient permis au pays de collecter plus de revenus de son secteur minier. Et donc, on voulait voir comment dans ce pays cette évolution s'est traduite et surtout comment cela pouvait être affecté à une meilleure lutte contre les conséquences climatiques. Toujours est-il que la Tanzanie, comme beaucoup d'autres pays africains, ont des plans nationaux de développement, de réponse climatique et n'ont pas toujours les ressources nécessaires parce que les promesses au niveau international ne marchent pas et au niveau local, les budgets sont contraints par de milliers d'autres besoins, développer la vie des populations rurales, ce genre de choses. Et donc, on leur dit, voyez donc comment est-ce qu'on peut mobiliser plus d'argent dans le secteur extractif et peut-être l'État aura encore plus de ressources pour financer les ressources climat. La Tanzanie, c'est un choix qui est apparu après une délibération par rapport à plusieurs autres pays et nous sommes bien contents du type de travail que nos partenaires locaux ont réalisé. Quels sont ces défis de la finance climat que la justice fiscale peut rattraper ? Alors, c'est une excellente question, Richard. En réalité, depuis les premières négociations sur le climat, bon nombreux pays, il faut le rappeler, qui sont des pollueurs, c'est eux qui ont pollué suffisamment les économies du monde à cause de l'industrialisation et tout cela. Ils se sont engagés à apporter la ressource nécessaire qu'il faut parce que le défi climatique qu'il y a, par exemple, je prends un cas simple, nous avons aujourd'hui un appel de fonds important pour protéger ce qu'on appelle les tourbières. Les tourbières sont un genre de bourre dans la forêt tropicale située dans le bassin du Congo qui capte et qui a conservé un ensemble, un volume important. On parle quand même de près d'une année de pollution par les véhicules de gaz carbonique.
Et aujourd'hui, il faut protéger la tourbière. Mais dans le même temps, les populations qui vivent autour des tourbières n'ont parfois pas le choix. Elles sont obligées de couper les arbres pour survivre, pour essayer de faire encore plus de champs, parce que les terres ne sont pas toujours fertiles, pour fuir les inondations. Donc, tout ça, il faut financer. Donc, c'est le genre de besoins que l'Afrique a exprimés, qui sont évalués à l'équivalent, je pense, de 100 milliards de dollars chaque année, mais qui ne reçoivent finalement que l'équivalent de 29 milliards de dollars si on s'en tient au Climate Policy Institute, les données du Climate Policy Institute. Donc clairement, il y a un sous-financement des besoins en termes d'adaptation et de réparation au sens du climat. Donc on se dit, alors si on ne peut pas les contraindre de pouvoir financer le climat par le respect de leurs engagements, si on ne peut pas les y contraindre par la force, on ne va pas aller serrer le cou de la Chine, des États-Unis ou des pays européens qui ont pollué et qui continuent d'ailleurs de polluer. Même s'ils sont tous dans le renouvelable, on ne va pas les contraindre de venir aider l'Afrique. Et même quand l'Afrique va sur la table des négociations, on lui dit oui, on est prêt à financer tous vos projets, mais on va vous donner plus de dettes, qu'on va vous donner des apports en fonds propres. Donc tout ça constitue une problématique qu'il faut essayer d'arranger. Et donc, on s'est donc dit, on peut quand même jouer sur l'argument des impôts. Ils ont besoin de ressources naturelles de notre sol, de notre sous-sol. Ils ont besoin d'exploiter notre gaz, notre pétrole. On l'a vu avec le conflit en Russie, en Ukraine, où on voit bien que les consommateurs d'énergie ont besoin de cette énergie-là. Et donc, on dit alors, comment est-ce que on peut mieux améliorer, la transparence sur ceux qui doivent s'acquitter des droits de paiement climatique. Quels sont les mécanismes qui permettent d'éviter la fuite des ressources, qui permettraient de financer le climat? Comment est-ce qu'on peut mettre un mécanisme d'échange d'informations qui permettent de savoir qui a fait quoi effectivement et qui a déclaré quoi pour bénéficier des avantages fiscaux dans leur pays? Parfois, ils disent qu'ils ont des activités ESG, environnement social et gouvernance. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, je me rappelle, j'ai vu des projets ESG de grands groupes pétroliers. C'est pas le moment de les citer ici. On disait qu'on avait construit des centres d'éducation, des centres de santé, mais c'était incroyable. Même un animal ne serait pas allé soigner là-bas. Donc, il y a des défis en termes d'opacité, en termes d'intégrité, en termes de responsabilité dans la finance climat, que la bataille pour la justice climatique, justement, qui essaye de repousser les limites en termes d'opacité, en termes de transparence, en termes de responsabilité et en termes de capacité à éviter les engagements qu'on a pris, que la justice fiscale peut apporter à la finance climatique. Quelles leçons avez-vous apprises au cours de cette mission qui s'achève? Alors Richard, les leçons sont nombreuses. La première déjà, c'est que bien qu'on ait examiné le cas de la Tanzanie, en réalité on aurait pu copier le cas tanzanien et l'emmener au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Les problèmes sont identiques. Les pays essayent de faire des efforts pour améliorer la conformité fiscale, pour pousser les entreprises à payer davantage d'impôts, mais dans le même temps, les entreprises, parce qu'elles jouent sur des leviers comme la capacité à créer de l'emploi, la génération de la valeur ajoutée, le paiement du peu d'impôts qu'elles payent, continuent de pousser pour payer le moins d'impôts possible. Ça crée une espèce de faiblesse dans la capacité des États africains à mobiliser des recettes fiscales. Dans certains cas, on voit les entreprises faire pression pour recevoir des avantages fiscaux, des exonérations fiscales, et elles expliquent qu'elles ont besoin de ces exonérations fiscales afin de pouvoir créer de la valeur économique, créer de l'emploi, créer de la richesse. Et quand on va très bien voir, le taux d'imposition net, au final, lorsqu'on prend le taux d'imposition initial et qu'on enlève les exonérations fiscales totales, parfois le taux d'imposition effectif que l'État encaisse finalement est parfois en dessous de 12%, en dessous de 10% pour certains pays. Alors même qu'aujourd'hui, même dans les scénarios que nous contestons, c'est-à-dire ceux qui ont été élaborés dans le cadre de l'OCDE, on est sur un minima de 15%, que les Américains avaient même pensé qu'il faut qu'on aille à 20%, y compris la Banque africaine de développement, qui pense que le taux effectif minimum d'impôts payés par les sociétés extractives, si ce n'est pas 20%, on doit payer des surplus à des pays africains.
Donc, ça, c'est des leçons qu'on a apprises. Mais aussi, ce qu'on a appris, c'est que sur le plan mondial, il faut revoir, il faut qu'on arrête de rester dans les discours. Ils sont allés à Paris récemment en juin, se réunir autour du président Macron pour dire qu'il faut qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, personne n'avance. On a mis un calendrier long comme un bras. Et ce calendrier comporte des accords avec X, avec Y. Ils ne vont jamais s'accorder. Il faut qu'ils disent stop et on avance. Parce que pendant ce temps, l'Afrique continue d'avoir la pression de la dette, l'Afrique continue de ne pas pouvoir percevoir le juste impôt et donc elle doit s'endetter davantage pour financer des besoins sociaux, l'accès à l'école pour les jeunes filles, l'accès aux soins de santé, le financement de l'adaptation au changement climatique, l'accès aux énergies propres pour les femmes dans les zones rurales pour qu'elles arrêtent de couper le bois des tourbières et mettre ainsi en risque et en péril la planète. Donc les leçons qu'on a apprises sont celles-là. Renforcer la justice fiscale, laisser les États prélever le surplus d'impôts que vous ne voulez pas leur donner et peut-être ces ressources viendront compléter la petite part de ressources existantes pour mieux financer la justice climat. Définitivement, autant les questions climatiques font l'objet d'une discussion au niveau des Nations Unies, il faudrait que la justice climat, la justice fiscale, mais aussi le nexus justice fiscale et justice climatique soient débattus ensemble comme un tout parce que les deux semblent aujourd'hui être les deux faces d'une même pièce avec, in fine, l'objectif d'améliorer les conditions de vie des gens et de les protéger contre des catastrophes futures. Merci Idriss. Merci Richard et belle conversation. Évidemment, nous allons revenir sur toutes ces questions très bientôt lorsque nous parlerons de la Convention fiscale des Nations Unies, discutée actuellement dans le cadre des Nations Unies, autant pour moi, et qui contient un ensemble de choses. Nous reviendrons dessus certainement ensemble une fois de plus. Merci Richard pour cet entretien qui a été largement diffusé sur les ondes de cette importante radio éducative en Afrique. Merci à Kalak FM. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce podcast, de cette édition, en tous les cas, de ce podcast. C'est l'avant-dernier. Évidemment, il y aura des autres podcasts avant la fin de l'année 2023. Nous reviendrons très prochainement avec les avancées pour ce qui est de cette convention des Nations Unies sur une fiscalité internationale. Cette convention sur une fiscalité internationale sous l'égide des Nations Unies. Nous allons vous apporter beaucoup plus de détails. Nous partagerons avec vous les avis de certains experts sur des points qui peuvent sembler inquiétants. Nous expliquerons aussi pourquoi est-ce que cette convention est importante du point de vue des principes de justice fiscale, notamment ce que nous appelons nous à Tax Justice Network, les ABCD, EF, G au cube de la justice fiscale, mais aussi les 5 R qui inclut désormais la réparation pour toutes les injustices fiscales subies par les pays africains, notamment sur le plan climatique. Donc nous allons revenir dessus, mais d'ici là, nous vous souhaitons de bien vous porter. Vous pouvez écouter notre podcast sur la page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, mais aussi vous pouvez nous écouter sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com. Et pour ceux qui veulent aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous écouter sur notre page Twitter, #ImpoSocial ou Facebook, Impôt et Justice Sociale. Nous avons aussi la page des podcasts de Tax Justice Network. Vous pouvez écouter tous les autres podcasts en anglais, en portugais, en arabe et en espagnol. Vous pouvez écouter les podcasts sur thetaxcast.net. Vous cliquez sur l'onglet de la langue qui vous semble la plus appropriée. Dans le cas du podcast en français, vous cliquez sur la langue française. Et pour ceux qui ont Stitcher, recherchez votre programme. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une autre édition de notre podcast. Au revoir. Et d'ici là, comme toujours, restez vigilants avec la justice fiscale, car ceux qui continuent de fuir avec nos impôts ne manquent pas de développer des stratagèmes. Au revoir et à très bientôt.